Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un petit point lecture dédié à 4 romans qui me sont un petit peu lointains dans la mémoire. Je vais vous faire cette vidéo sans montage aucun et je vais juste vous les présenter à la suite comme ça. Il y aura 2 thrillers et ensuite il y aura 2 lectures classiques. Voilà, donc ceux qui n'aiment pas les classiques, vous pouvez vous en aller, hein, dès lors que j'ai présenté les 2 premiers. Par contre, le dernier, c'est quand même une bombe. Voilà, donc restez quand même pour écouter un petit peu ce que j'ai lu, ce que j'en ai pensé. Le premier roman que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Manipulation de Robin Cook, que j'ai lu dans le cadre du challenge des gommes tapales d'Eva, de la chaîne de Perfect Books. C'est aussi une relique de ma palle. Je l'ai lu au mois d'octobre et figurez-vous que ce livre m'est resté vraiment très très bien en mémoire. Je suis absolument ravie de l'avoir lu et c'est parmi mes meilleures lectures du mois d'octobre. Avec Manipulation, on est dans un roman d'anticipation, un peu sauce thriller quand même. C'est-à-dire qu'on est avec le jeune Adam, marié à Jennifer. C'est un très jeune couple, puisque Adam poursuit encore ses études de médecine. Il en vient pratiquement à bout, hein. Quant à Jennifer, elle est danseuse. Et pour l'instant, c'est elle qui subsiste aux besoins du foyer. Et il s'avère qu'elle tombe enceinte. Alors, de là, Robin Cook va immédiatement nous montrer rentrer au sein de ce couple et va nous montrer vraiment le clash que c'est entre Adam et Jennifer, pour savoir qu'ils vivent aux États-Unis, mais bon, ça à la limite on s'en fout, qui vont se chahuter autour de ce bébé, savoir est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le fait avorter, etc. Par qui, machin, va voir ton médecin, etc. C'est pas possible, c'est une catastrophe. Et puis Adam se ravise et il se dit bon, je vais trouver un travail et je vais interrompre mes études de médecine et elle va mettre au monde son bébé, tout va bien se passer, etc. Grosse erreur. Il va intégrer l'entreprise Arolen qui vend des médicaments. Et il va être commercial pour eux. Il aura des conditions de travail absolument grandioses, hein. Il se demande un petit peu pourquoi d'ailleurs, c'est louche. Mais en tout cas, il accepte, tu vois, parce qu'il a un super salaire, il a des super conditions de travail, il accepte donc bien volontiers, il est accueilli à bras ouverts. Et il est tout fier d'apporter l'argent à la maison. Avec Jennifer, c'est pas encore tout à fait réglé, mais en tout cas, on est sur une très très bonne voie. Et puis petit à petit, il réalise que des médecins disparaissent quand d'autres rejoignent une clinique, la clinique Julian, et tous ces médecins ont un point commun, c'est qu'en fait, à un moment donné, ils ont été invités à vendre des produits pharmaceutiques de la marque Arolen. Il y a aussi des croisières du côté de Miami qui regroupent tous ces médecins. Voilà, en gros, quelque chose de bizarre. Pourquoi ces médecins abandonnent leur brillante carrière pour aller rejoindre une clinique qui s'appelle la clinique Julian? Pourquoi ces médecins, du jour au lendemain, pour certains, disparaissent? Bon, bref, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette société, et ça, Adam le découvre assez rapidement parce qu'il entretient des rapports, on va dire, voilà, il y a quand même des liens de filiation, voilà, il y a des petites choses que je veux pas vous dire, mais en tout cas, vous allez le découvrir en même temps que lui. Quant à Jennifer, elle essaye juste d'amener sa grossesse à terme. Et il se trouve que son médecin, il lui conseille la clinique Julien. Voilà. Donc comment vous dire que là, il y a un petit souci, hein. Clairement, la petite amie, enfin la femme, va être mise en danger, clairement. Et quand vous savez que Robin Cook est chirurgien de métier à la base, et que dans ce roman, rien que la première scène, c'est une scène d'avortement qui est très très bien décrite, eh bien en fait, vous comprenez tout de suite que ça va être quelque chose de vraiment très 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 moche, hein, ce qui se passe. Veuillez m'excuser. Voilà, moi en tout cas j'ai adoré ce roman. Déjà parce qu'il est court, c'est palpitant, et alors je suis agréablement surprise de voir comment Robin Cook en fait a décrit toute la psychologie des personnages, toute la violence psychologique des personnages. Moi c'est ça que j'ai aimé, c'est les clashs entre les deux là, l'évolution de leur rapport. Voilà. Après, il y a toute une enquête, etc. C'est un roman d'anticipation, quoi, autour d'un médicament, hein. Donc, moi, j'ai clairement fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, hein. Donc, si vous aussi, aujourd'hui, vous avez l'impression d'être un petit peu pris pour une nouille, et si vous aimez les romans d'anticipation, mais alors celui-ci, je vous le conseille à 1000%, même s'il est un petit peu daté.
Moi, j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Et la pochette parle d'elle-même, hein. Donc allez-y, foncez si ça vous fait pas peur. Je vais enchaîner avec un deuxième thriller, et pas des moindres. Ici, on est avec Fred Vargas, et cette lecture, je l'ai aussi beaucoup aimée. Pourquoi? Parce que on est avec l'enquêteur Adamsberg, que il me semble, j'avais déjà retrouvé dans un des Fred Vargas que j'ai lu il y a X temps. Donc voilà, je ne suis pas trop dépaysée, mais il y a un moment donné, il faudra quand même que je les lise dans l'ordre. Et j'ai souvenir d'avoir lu Quand sort la recluse. Et Quand sort la recluse est un roman très sérieux. C'est-à-dire que Fred Vargas, j'ai trouvé ce roman assez dense, assez riche. Il y a des rebondissements hein, dans ce roman, mais presque lexicaux. C'est ça qui est fort avec Fred Vargas. Elle te fait des twists, mais lexicaux, la meuf. Elle arrive, enfin, c'est complètement dingue ce qu'elle fait. Et ici, j'ai découvert une Fred Vargas bourré d'humour, en fait. C'est-à-dire que ce roman, je l'ai limite trouvé loufoque. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré comment Adamsberg, au début, parle avec son voisin et lui explique que, voilà, dans sa nouvelle maison, il y a des trucs un petit peu bizarres qui pourraient être des fantômes. J'ai adoré la scène dans le bar où il parle avec des Normands et en fait, bah, c'est bourré d'humour autour des Normands. J'ai adoré ces scènes-là, je riais aux éclats, vraiment. Et même s'il ne me reste pas grand-chose, on va dire de l'enquête en elle-même, même si je me souviens qui est le coupable, ici Adamsberg enquête sur une série de meurtres, il enquête sur des massacres effectués sur des cerfs retrouvés mais éviscérés, enfin je crois éviscérés ou la cervelle dehors, enfin c'est une catastrophe. Euh, Même si je suis pas fan des chasseurs, peut-être vous le savez, eh bien, en tout cas, je trouve que faire ça, c'est pire, c'est abominable. Et j'ai beaucoup aimé la résolution de l'histoire, qui est en fait un peu un puzzle à la fin. On va un petit peu être amené, voilà, d'indice en indice, on va être amené vers la résolution de l'enquête. Mais une fois de plus, ce que j'ai adoré, eh bien, c'est la plume de Fred Vargas. Fred Vargas, on peut dire, c'est un petit peu la reine, voilà, du thriller, du suspense. Je sais pas, en Angleterre, ils avaient Ruth Rendell, qui est vraiment une excellente écrivaine aussi, qui écrit très très bien. Et ben, chez nous, c'est Fred Vargas, hein, clairement. Hein, si vous cherchez une belle plume dans de la littérature genrée, type thriller, on peut même parler de romans à suspense, hein, et ben écoutez, lancez-vous dans Fred Vargas parce que c'est absolument merveilleux. Je l'ai aussi lu dans le cadre du challenge d'Eva et j'ai adoré ma lecture. Donc c'est sûr, je vais continuer à lire cette autrice parce que sa plume est absolument magistrale et je vous la conseille mille fois. Et maintenant, on va passer à deux lectures classiques. La première, un peu moins bonne, mais attention, ne nous y méprenons pas. Et la deuxième qui est une bombe. Voilà. Alors, la première, c'est Mishima, le pavillon d'or. Pourquoi je vous dis que ça a été un petit peu moins bonne lecture? Eh bien déjà parce que je ne suis pas très familière du style des Japonais. Bien sûr, j'aime le Japon, j'aime sa culture, etc. Maintenant, sa littérature, j'ai un petit peu du mal à y rentrer parce que je trouve que ça manque un petit peu de rythme. Et ici, avec ce pavillon d'or, ben, on n'échappe pas à la règle. Je découvre la plume de Mishima avec ce pavillon d'or, une plume extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien à reprocher à la plume. La plume est incroyable. Mishima arrive à décrire le bruit d'une étoffe, un instant, euh, un moment de contemplation, un objet. Voilà, c'est un talent, il a un talent inouï. Je trouve que c'est une plume absolument merveilleuse, malgré la traduction qui a quand même préservé toute la... En plus, on a de la chance dans la langue française, hein, tout comme la langue japonaise, d'avoir une richesse de vocabulaire, d'avoir une richesse linguistique qui fait que le français rend hommage hein, à Mishima ici. Franchement, cet auteur, il aurait bien mérité hein, le prix Nobel de littérature, que malheureusement il n'a jamais eu. Il en a beaucoup souffert. Il s'est d'ailleurs suicidé. Hein. Et je trouve que dans ce pavillon d'or, il arrive à très très bien décrire déjà toute la beauté de ce pavillon. Tout le roman est organisé autour de la beauté de ce pavillon d'or. Et justement, ce pavillon d'or contraste, la beauté de ce pavillon contraste avec la laideur de son personnage principal.
Et c'est ça que j'ai eu du mal en fait à intégrer moi dans ce roman, c'est vraiment cette dualité. Je me suis un petit peu accrochée à ce personnage en cherchant à avoir de l'empathie pour lui, à le suivre, à vouloir absolument prendre son parti, alors que c'est pas le but du jeu ici dans ce livre. Ici, le but du jeu, c'est clairement de voir ces contrastes entre les deux, de voir le contraste entre la laideur du personnage principal, qui est un jeune garçon dont le père, qui décède dans des conditions épouvantables, va confier à un moine bouddhiste de ce temple, et ce garçon qui a des pieds beaux, qui est pas très beau physiquement, et qui s'en veut pour cela, eh bien, il est toujours, toujours en admiration devant ce pavillon d'or. Mais son âme est catastrophique, elle est désastreuse. Il déteste sa mère, il a très peu d'amis, il est enfermé sur lui-même. C'est un personnage qui a des réactions auxquelles on n'arrive pas à se... Voilà. Peut-être on n'arrive pas à s'y reconnaître, hein. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, je ne me reconnaissais pas dans ses réactions et j'arrivais pas à les comprendre, j'arrivais pas à les intégrer. Et c'est vrai qu'il a, voilà, il a très peu d'amis, le peu d'amis qu'il a vont le trahir, voilà, ils vont au contraire encore assouvir toutes ces pulsions les plus noires, les plus obscures, jusqu'au geste final qui intervient en 1938 sur ce pavillon d'or, la couverture parle d'elle-même. Eh bien, voilà, si vous connaissez déjà Mishima, lisez-le parce que c'est une œuvre absolument incroyable d'un point de vue stylistique, sur les... Il y a un jeu de contraste, il y a vraiment cette presque cette déshumanisation en fait autour du personnage principal. Maintenant, si vous étiez un petit peu premier degré comme moi, que vous connaissez pas Mishima, eh ben, c'est peut-être pas la meilleure œuvre par laquelle commencer cet auteur. Et voilà, donc je vais me renseigner de savoir qu'est-ce qui est mieux pour commencer Mishima, s'il y a une œuvre un petit peu plus, peut-être plus facile à intégrer. En tout cas, j'ai adoré sa plume et ce n'est certainement pas mon dernier que je lirai parce que j'ai adoré tout simplement son écriture. Donc voilà, peut-être le moins bon livre des quatre, pour moi, toujours. Attention, et alors, mais j'ai tellement du mal à dire ça parce que bah, toutes les œuvres de Mishima, c'est des chefs-d'œuvre en fait, hein. Par contre, il y a un chef-d'œuvre à côté duquel je suis absolument pas passée, et alors là, une bombe. Une bombe, Germinal, Zola, oh là 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 là. Quand je l'ai sorti, on m'a dit non, Kat, non, quand même, tu vas pas lire ça. Non, te fais pas du mal. Eh ben, sincèrement, j'ai passé un moment, mais voilà, j'ai même pas de mots. Ma chronique va être merdique à côté de toute la splendeur de cette œuvre. Par où commencer? Étienne, qui sera incarné plus tard à l'écran par Renaud, débarque dans le nord de la France en plein mois de février-mars, dans voilà, sur un terrain plat, dans le nord de la France, et il cherche du travail. Il a froid, il a faim, il n'en peut plus, il est vraiment au bout de sa vie. Et il va tomber sur un village de mineurs, et il va tout faire pour obtenir un taf. Et il va se lier d'amitié avec la famille, découvrir un petit peu toute la société organisée autour de cette mine. Et dès les premières pages, mais vraiment un tsunami d'écriture. Une écriture tellement belle, tellement riche, tellement dense, tellement juste. Comment vous dire? C'est dans toute la première partie du roman, clairement Zola décrit la vie, la société organisée autour de ces mines, autour de ces pauvres gens qui vouent voilà, tous les muscles de leur corps, chaque fibre de leur corps, chaque minute de leur vie et chaque molécule voilà, de leur santé est dédiée à la mine en fait. Ils ont des conditions de travail épouvantables. Ils descendent dans une chaleur, ils travaillent dans une fournaise à plus de 400 mètres dans les profondeurs, dans des conditions dangereuses, avec à l'époque le minimum vraiment d'outils, tout ça pour creuser des mines pour des propriétaires d'actions, clairement. On est déjà dans quelque chose de très politique.
Et toute la première partie, par contre, là, on est dans la société. Donc, Zola décrit avec une justesse les moindres moments de la vie de la Maheude, de leurs enfants, de notamment Catherine, qui se prend très vite un petit peu d'amitié avec Étienne, mais c'est surtout Étienne qui se prend d'amitié avec Catherine, qui est une jeune femme. Leurs amours, le peu de moments qu'ils ont pour euh, un peu voilà, s'organiser leur vie, ce qu'ils ont dans leur assiette, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas dans leur assiette, les conditions épouvantables, la manière de compter chaque sou pour pouvoir se nourrir et comment ils dorment, dans quelles conditions ils vivent, comment ils s'entassent dans une seule pièce. Il y a toutes les générations, du bébé qui pleure jusqu'au grand-père qui a envie de dormir, qui a envie qu'on lui foute la paix. C'est absolument magnifique. Et j'étais mais époustouflée. C'est un tsunami de bonheur, de lire Zola. C'est une plume magistrale. Il y a des phrases qui me sont restées en tête, en mémoire. Et sincèrement, c'est une œuvre. Je pense que ça va devenir mon roman de chevet, hein. C'est magistral. Et très vite, puisque Zola a ce talent de ne pas vous éconduire quelque part. Voilà, y a pas de quiproquo, hein. C'est un roman avant tout politique et social. D'accord? Donc on n'est pas dans une histoire. Oui, il y a des histoires d'amour sur le fond. Il y a des personnages secondaires qui sont hyper importants. Mais on est avant tout dans une œuvre politique et sociale de l'époque. Et même si dans la préface il est dit que, soi-disant, aujourd'hui la société a évolué, qu'on ne peut absolument pas transposer ce livre-là à la société contemporaine, je dis, pardon, pardon. Non, moi aussi je travaille pour une multinationale où il y a une poignée d'actionnaires qui se gavent sur mon dos, d'accord? Et c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, le monde est toujours le même en fait. Donc oui, certes, je suis pas couverte de suie, de charbon, mais c'est toujours la même chose. Et mon papa, dans les années 80, travaillait à la mine. Alors oui, j'ai connu ça, je sais ce que c'est, j'ai une compassion extrême vers ces personnes qui travaillaient là-dedans, qui travaillent peut-être même toujours là-dedans, en tout cas dans d'autres pays, c'est le cas, hein. Le charbon, ça existe toujours, hein, en Australie notamment. Donc, et même plus près de nous. Donc, comment vous dire, c'est une œuvre majeure de la littérature française. Je pense que si vous êtes prof, demandez à vos élèves de lire Zola, mais dites-leur, lisez le premier chapitre. Je vous laisse le lire, vous ne serez pas noté, je vérifierai pas si vous l'avez lu, mais on en parlera. On en parlera avec ceux qui l'ont lu à la prochaine séance. Sincèrement, si vous avez le luxe de pouvoir faire ça avec vos élèves, faites-le parce que ça va les réconcilier avec la littérature classique française. C'est une plume extraordinaire, Zola. C'est un truc de dingue. Et ce livre va rester dans ma mémoire. Qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir lu, mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir sorti cette relique de ma pile à lire qui dort là-dedans depuis des années, que j'avais tellement peur de sortir, peur d'aborder Zola, peur de me dire mais ça va être trop dense, ça va être trop compliqué. Pas du tout, pas du tout. Tous les chapitres dédiés à leur vie amoureuse, c'est drôle, voilà, et même jusqu'au moment où ça pète. Il y a des scènes d'une violence rare que j'ai rarement vue hein, dans la littérature classique. Il y a des face-à-face, mais une cruauté humaine terrible, vraiment, parce que les zouzous, là, ils vont se révolter, hein. Il va suffire que les propriétaires changent un petit truc hein, sur leurs conditions salariales et leurs conditions de travail pour que vraiment ça fasse déborder le vase, que là vraiment il n'y a plus rien à mettre dans la marmite. Déjà qu'on diluait de la soupe, là c'est très compliqué, on n'a vraiment plus rien à se mettre sous la dent. On est endetté, on n'en peut plus, on en a ras la casquette, on fait grève. Et cette grève, elle va partir en cacahuète. Voilà, si vous connaissez l'histoire de Germinal, vous savez de quoi je veux parler. Mais c'est toute la dimension politique aussi qui est hyper intéressante parce qu'Étienne, il a un niveau d'études un petit peu plus, voilà, plus élevé que la moyenne des personnes avec lesquelles il va vivre. En tout cas, il aime beaucoup lire. Déjà, il sait lire. Il s'intéresse et il va aussi avoir c'est lui qui va avoir son rôle à jouer là-dedans. On y aborde des thématiques, c'est hyper intéressant parce qu'on aborde, moi j'ai beaucoup lu la littérature russe, hein, je connais, et en fait, voilà, toute cette influence russe, notamment l'anarchisme qui vient de Russie, de Bakounine notamment,
il est abordé dans ce roman, le darwinisme est abordé dans ce roman, le socialisme est abordé dans ce roman. C'est vraiment une ode à, voilà, à l'organisation sociale. C'est très utopiste, mais en même temps réaliste. Voilà, c'est une œuvre majeure de la littérature. Je n'ai même pas de crédit, voilà, j'ai même pas de légitimité pour vous en parler. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je pense que chaque personne, chaque Français devrait avoir lu Germinal et sincèrement, n'ayez pas peur de rentrer là-dedans, n'ayez crainte. C'est superbement bien écrit. Prenez votre temps, savourez, savourez ces instants, ces moments que vous décrit Zola ici, jusqu'aux moments les plus douloureux, les plus durs, et voilà, et ce jusqu'à la fin de ce livre. Voilà, pour moi, c'est un, c'est un 20 sur 20, c'est un, voilà, pour moi, c'est une œuvre majeure de la littérature française et je vous le conseille 1 million de fois. Et moi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas rejoindre cette pile-là, il va rejoindre ma table de chevet. Voilà, et je vais le lire très régulièrement, je vais en relire des passages parce que pour moi ça a été une révélation quoi. Je vais continuer à lire du Zola d'ailleurs tout bientôt. Bah écoutez, j'espère que ce point lecture vous aura quand même passionné, peut-être autant que moi. J'ai été passionnée à lire ces ouvrages. Désolée pour la luminosité. Les jours tombent très très vite. J'ai commencé cette vidéo, il faisait jour, il fait déjà nuit. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci aux nouveaux abonnés d'être là. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. J'espère que vos lectures se passent bien aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous avez vu Germinal, le film, ou peut-être la série, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!